Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Les mardis de la rénovation. Voilà, c'est Alexandra Van Den Eyck. Ici, je vais être l'animatrice de ce webinaire et je suis accompagnée de Nadine Zanoni qui est en backup et qui sera présente pour les questions-réponses et de Guillaume Craoui, l'intervenant de ce midi euh, du webinaire. Alors, je vais d'abord partager mon écran pour vous donner une petite introduction. Euh, voilà, ça va? Je ne me vois pas, c'est pas grave. Euh, voilà, donc espace environnement, on a voulu mettre en place une série de webinaires rénover en préservant le bâti, trucs et astuces pour éviter les embûches, où il y a eu un premier webinaire il y a 3 semaines sur la chaux, un matériau incontournable pour la préservation du bâti ancien. Euh, alors, avant de commencer ce webinaire, je vais vous donner quelques éléments techniques pour que tout se passe convenablement sur Zoom. Alors, tout d'abord, vous avez certainement trouvé l'onglet pour le son et également pour l'image. Et on vous demandera lors du webinaire de bien couper votre son et votre image pour que se déroule au mieux cette présentation. Ensuite, vous êtes amené à poser des questions sur le webinaire. Il y a un moment de questions-réponses à la fin de la présentation de Guillaume. Et donc, c'est à cet endroit que vous devez cliquer pour avoir la partie pour répondre, pour poser votre question et les rédiger et les envoyer à tout le monde. Et là, vous avez un onglet pour lever la main si lors de la fin de la présentation, lors des échanges et des questions-réponses, vous voulez prendre la parole pour avoir certaines précisions. Encore quelques détails techniques donc pour commencer ce webinaire. Pour que vous sachiez, le webinaire sera enregistré afin de proposer un replay ou pour les personnes qui n'ont pas su se libérer ce midi pour pouvoir euh, voir cette présentation. Et vous serez également à participer à un petit sondage sur le format du webinaire et le timing. Et donc, je vous incite donc bien à couper vos micros et caméras tout au long de ce webinaire. Alors, avant de commencer, un petit mot de espace environnement, où c'est nous qui avons programmé ces mardis du webinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas cet espace environnement, c'est une ASBL qui a plus de 50 ans maintenant et qui a un ADN, c'est vraiment de faire vivre la participation au quotidien, c'est vraiment l'ADN dans tous les projets que mène Espace Environnement. Il mène sur toute une série de thématiques, comme vous voyez ce qui est affiché, l'environnement, l'urbanisme, la santé dans l'habitat, les espaces verts, l'économie circulaire, la résilience territoriale. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais ici, on est bien sur la thématique du patrimoine et on mène des actions d'information, de sensibilisation et de participation sur cette thématique-là. Et cela grâce à un subside qui nous est octroyé par la loi de la valorisation de sauvegarde du patrimoine bâti et naturel wallon. Et on leur remercie de cette subvention, ce qui nous permet d'organiser notamment ces webinaires. L'objectif de ces webinaires, c'est vraiment d'apporter des réponses, d'aider les particuliers, mais aussi les professionnels dans les projets de rénovation du bâti ancien sur toute une série de thématiques. Alors, comme je l'ai dit il y a 3 semaines, on a parlé de la chaux. Cette semaine, on parlera des matériaux biosourcés dans la rénovation du bâti. Donc, le format du webinaire, donc c'est pendant 1 heure à midi avec une partie d'exposé, plus ou moins 40 minutes qui est octroyée à l'intervenant, et puis 20 minutes de questions-réponses. Donc, vous invite à poser vos questions tout au long du webinaire qui seront synthétisées et recensées par Nadine qui participera après à l'échange avec l'intervenant. Et aujourd'hui, on a
l'occasion d'accueillir Guillaume Graouet de Ecowe et non Nicolas Claus, comme il a indiqué sur le PowerPoint, qui n'a pas su se libérer. Excusez-moi, pour l'information qui a eu lieu sur la show, je m'étais inscrit. Malheureusement, j'ai eu un imprévu. Est-ce qu'elle a été enregistrée et qu'on peut la voir quelque part? Oui, il est enregistré et on va envoyer, ou on a envoyé à confirmer ce replay sur la show et ce sera de toute manière disponible sur notre site internet. Donc ça, vous aurez toutes les informations sur notre site internet et on l'enverra aux participants, aux personnes intéressées. Ça va? Merci. Je réponds. Merci. Encore un petit élément, donc c'est ce que je voulais inciter ici dans la dia que vous voyez. Donc, on va bien renvoyer un replay et la présentation aux toutes personnes qui se sont manifestées, qui participent, ou les personnes qui se sont inscrites au webinaire. Et on aura à l'avenir une synthèse euh, de l'ensemble de ces webinaires sur notre site internet via cette image que vous voyez sur le côté, hein, qui est une maison mitoyenne urbaine où on pointera les éléments et les thématiques du webinaire l'illustration que vous voyez. Donc ça, c'est pas encore réalisé, mais dans l'avenir, ce sera réalisé. Parce que l'optique, c'est d'avoir 2 à 3 webinaires par an. Et donc, vous serez également invité à proposer des thématiques qui pourraient vous intéresser sur ces webinaires à la fin de la présentation de Guillaume. Alors, je vais arrêter le partage de cette introduction et inviter Guillaume à présenter son PowerPoint, à partager son PowerPoint et à le présenter. Merci Bonjour à Guillaume. tous. Alors, je vais faire l'opération technologique. Clac. It's OK. Oui, parfait. Bonjour, bonjour à tous les participants. Bonjour Alexandra et Nadine. Euh, on est parti pour une demi-heure, 35 minutes. Enfin, on verra exactement de petites présentations. Et puis, ce que je propose, c'est que si vous avez des questions, vous les notez sur, soit vous les notez, vous les posez après, soit vous les notez dans le petit chat. Ça sera peut-être plus aisé pour tout le monde. Je vais vite me présenter rapidement. Donc, moi, je suis entrepreneur en éco-construction. Je suis gérant d'une entreprise qui s'appelle Ecowe, qui est basée à Lobbes, dans le Hainaut, au sud-ouest de Charleroi. On a une équipe d'une dizaine d'ouvriers et on travaille en partenariat avec d'autres. On accueille souvent des stagiaires parce qu'il y a assez peu d'entreprises de construction, d'éco-construction sur le secteur. Donc, on est souvent amené à accueillir des gens qui sont en transition professionnelle. Et donc, on propose des techniques ici présentes, donc tout ce qui est extension, maison en ossature bois, isolation écologique, bardage, terrasse, cabane, les enduits naturels à l'argile, à la chaux, et on construit des poêles de masse et des fours à pain. Et alors, bon, on fait toute une série d'autres choses, mais on est souvent appelé pour des gros projets, oui, des projets de rénovation complète avec ou sans extension de bois, extension ossature bois. Et donc, du coup, tout ce qui est rénovation du bâti ancien, on est assez souvent sollicité pour ce genre de projet qui regroupe toute une série de techniques variées, quoi. Alors, on propose différentes méthodes, ce qui explique en partie la philosophie de l'entreprise, c'est qu'on est une vraie entreprise de construction comme la plupart des autres. Donc, on met en place nous-mêmes les techniques, mais on propose aussi de l'aide à l'autoconstruction et des chantiers participatifs. Ce qui fait qu'on est un peu obligé d'avoir une certaine forme de pédagogie. On aime bien quand il y a une rencontre avec le client, on aime bien quand il y a des échanges et qu'on pour pouvoir proposer des solutions adaptées aux clients, il faut un peu connaître leur réalité et donc on discute beaucoup avec eux. Alors on a 4 principes de fonctionnement. Évidemment, l'écologie, donc c'est le point de départ. C'est comme ça que moi je suis arrivé dans la construction.
On vise un certain standard de qualité, donc on n'est pas dans des projets de luxe, mais on est dans des projets qui vont généralement bien au-delà de la qualité que sont proposés par les entrepreneurs habituels dans la construction. Comme je disais, bon, on aime bien quand il y a des échanges, de la collaboration avec les clients, les partenaires, les fournisseurs, les architectes et tout ça. Et ça, j'en parlerai après, mais on estime que deux maisons différentes ne peuvent pas avoir exactement les mêmes solutions. Et donc, on est vraiment dans une démarche de personnalisation qui est personnalisation basée sur l'habitat, mais aussi sur les occupants de l'habitat. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, j'aime bien remettre un peu le contexte, remettre en perspective, ça veut dire quoi habiter, et ça veut dire aussi éco-habiter. Ben, nous, on estime que avoir un chez-soi, c'est vraiment un besoin fondamental. On a tous besoin d'avoir un cocon qui nous ressemble, qui rassemble les membres du ménage. Ça peut être un ménage tout seul, mais qui nous permettent de vivre des moments en toute sécurité. C'est-à-dire qu'on a envie de rentrer chez soi, on retrouve nos petites affaires et donc c'est vraiment important d'avoir un endroit où on s'identifie, où on a fait des choix pour que les différents aménagements nous ressemblent, soient adaptés à nos besoins, soient adaptés à notre style de vie, à notre rythme de vie, à éventuellement nos valeurs. Et donc, du coup, c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir un habitat qui soit adapté à nous-mêmes et pas forcément aux besoins du voisin, quoi. Alors, évidemment, dans cette perspective, c'est important que ça soit beau, c'est important que ça vise le bien-être des différents habitants et que chaque habitant et enfant compris, du coup, ait son petit espace à lui. Et donc voilà, et la notion d'éco-bilan, d'écologie à l'intérieur de la maison, évidemment, est assez fondamentale selon nous pour se sentir bien dans cette maison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'éco-construction? Parce on peut parler enfin, beaucoup de gens parlent d'éco-construction. Moi, j'entends souvent, ah, l'éco-construction, c'est les maisons passives. Ben non, on peut avoir une maison passive qui a été ultra polluante à la construction. On peut faire une maison passive uniquement avec des matériaux issus de la pétrochimie. Donc, c'est pas ça l'éco-construction. Donc, l'éco-construction, c'est d'abord des matériaux. Alors, il y a une flopée de critères différents pour désigner un matériau comme étant un matériau adapté à l'éco-construction. Mais pour citer quelques critères rapidement, ben, c'est lié évidemment à la provenance, que ça soit local, qui est ben, un déplacement de plusieurs milliers de kilomètres pour venir jusqu'au chantier, que ça soit issu d'un cycle naturel, donc par exemple des matériaux végétaux, comme de la fibre de bois ou de la fibre d'herbe par exemple, euh, ou des matériaux issus du recyclage, donc par exemple la cellulose de papier. On parlera de tout ça un peu plus en détail après, hein, mais donc ce sont des éléments qui viennent du recyclage, donc de la récup. Il y a aussi des labels, il y a un nouveau label biosourcé. Et donc ça permet d'y voir clair pour certains. Il y a le critère de la réutilisation. Ben, c'est bien de penser au cycle de vie global de la maison et du chantier. Ben, ça, c'est la notion d'énergie grise. Il faut pas voir uniquement la consommation pendant la vie de la maison, mais il faut voir la consommation d'énergie globale en amont et en aval du chantier, mais aussi de comment on va l'utiliser en termes d'économie d'énergie cachée. Il y a toute une série de solutions low-tech, par exemple, qui vont utiliser moins d'énergie. Donc tout ça fait partie du grand monde de l'éco-construction. Alors un deuxième point très important, c'est le côté santé. Une petite anecdote, aujourd'hui, la durée de vie d'habitants dans une maison qui est incendiée
et la durée de survie, quoi, est beaucoup plus courte aujourd'hui qu'il y a 50, 100 ans, parce que une grande majorité des matériaux utilisés pour l'ameublement, mais aussi pour la maison, sont très toxiques et très toxiques quand ça brûle, quoi. Et donc, ben voilà, c'est une anecdote qui est assez préoccupante et qui est assez révélatrice de toute une série de matériaux qui sont utilisés aujourd'hui. Alors, cette notion de santé, c'est aussi pour les artisans, les ouvriers. On est dans un monde dans la construction où beaucoup d'ouvriers sont vraiment pas respectés dans leurs conditions de travail et clairement utiliser des matériaux polluants à la pose, ben, ça ne les aide pas à être bien dans leur vie et dans leur peau pendant le travail et après. Euh, un troisième élément important, c'est l'ancrage local, c'est-à-dire que il n'y a pas encore si longtemps que ça, on ne faisait pas les mêmes maisons, même en Belgique, même en Wallonie, qui est un petit territoire, on ne faisait pas les mêmes maisons dans les cantons de l'Est ou dans les Fagnes ou en Wallonie-Picarde. On avait une certaine spécificité territoriale qui s'expliquait tout simplement par les gisements des matériaux qui étaient naturellement présents et par la main-d'œuvre qui s'était développée par l'artisanat qui était lié à ces gisements de matériaux. Et donc, bon, à l'échelle de la Wallonie, ça a un peu moins de sens aujourd'hui d'avoir des spécificités, mais clairement, si on prend une échelle un peu plus large, en Europe, on va pas faire la même maison dans des endroits où il fait beaucoup plus chaud ou dans des endroits où il fait humide, où il y a souvent de la neige. On va proposer évidemment des techniques, des matériaux, des niveaux d'isolation, des méthodes pour se prémunir des surchauffes en été. Tout ça va être adapté au territoire, à la météo. Donc ça, c'est vraiment un élément important qui fait partie de cette approche d'éco-construction. Dernier élément, j'en ai déjà parlé, mais clairement, si on a une même maison avec deux familles différentes, on va pas forcément proposer les mêmes solutions parce que les familles vivent d'une manière différente. Les ménages, les familles ont des aspirations, un style de vie différent. Donc deux maisons les mêmes enfin, une maison les mêmes avec des familles différentes va proposer des choses différentes. Par contre, même chose, si on a la même famille et qui pourrait développer un projet dans deux maisons différentes, on va leur proposer aussi des solutions différentes parce que la spécificité technique, l'histoire de la maison est différente. Et donc, on va proposer des solutions techniques différentes en fonction du bâti existant. Ben, c'est le sujet du jour, d'ailleurs. Et donc, en termes d'ambition, le but, c'est, en plus de faire en sorte que ça soit écologique au maximum, bah, évidemment, c'est que ça soit confortable. Trop souvent, on entend des anecdotes ou des choses un petit peu désagréables sur l'éco-construction. Non, on peut faire de l'éco-construction avec de l'habitat extrêmement confortable, lumineux, agréable, avec toutes les technologies possibles sans problème. Après, il y en a qui font le choix du low-tech beaucoup plus important, mais le plus important, c'est que ça soit adapté aux besoins et on peut faire de l'éco-construction en fonction de toute une série de besoins variés. Évidemment, l'ambition, c'est de minimiser l'impact de l'ensemble de l'éco-bilan de la maison, d'avoir un air sain et une maison saine où on y vit bien. Ben, le côté économique est évidemment très important. C'est généralement la première chose qu'on me dit quand je fais de l'éco-construction. Ah, mais oui, mais c'est plus cher. Ben, clairement, c'est souvent plus cher à la mise en œuvre parce que les matériaux sont pas les mêmes qualités, mais aussi parce que l'ambition énergétique, par exemple, ou de qualité ou de la notion de confortable est généralement beaucoup plus aboutie. Et donc, on compare généralement des choses assez différentes, quoi. Et donc, moi, j'ai l'habitude de faire le comparatif si on compare un ravier de fraises qui vient d'Espagne hors sol, avec de la main-d'œuvre extrêmement exploitée, ou un ravier de fraises bio qui vient d'une ferme locale dans une exploitation familiale et où les agriculteurs viennent la relier correctement.
on compare de raviers de fraises, mais c'est la seule chose qu'on peut comparer, quoi. Et donc, c'est vraiment très important de comparer les mêmes choses. Et puis, il faut voir l'aspect à plus long terme. Si on doit consommer beaucoup moins d'énergie sur le moyen long terme, ben, le surcoût de 10, 15, 20% à l'achat sera rentabilisé relativement vite par rapport à la durée de vie de la maison. Évidemment, la difficulté, c'est de pouvoir sortir ces 10, 15, 20% à court terme. Ça, c'est souvent une difficulté. Et c'est là qu'on peut impliquer les habitants pour faire diminuer ce prix. Et donc, moi, j'ai très régulièrement des clients qui contribuent au chantier, qui participent au chantier, voilà, qui participent soit pour certaines phases, soit qui nous aident, soit on organise des chantiers participatifs. Et là, ça permet de diminuer le budget. Après, évidemment, sur le côté budgétaire, il faut voir ses besoins, questionner ses besoins. Si on diminue de 10% la surface de la maison, est-ce que c'est toujours adapté? Dans certains cas, oui. C'est souvent la meilleure manière de diminuer le budget, c'est de diminuer la surface. Ça ne veut pas dire que ça sera moins confortable et on ne peut pas tout diminuer, mais ça permet généralement de boucler un budget et d'arriver quand même néanmoins à un niveau de qualité extrêmement élevé. Alors, on l'oublie souvent, mais rénover sa maison, pour beaucoup, c'est un projet de vie. Pour beaucoup, ils le font une seule fois dans leur vie. Et pour beaucoup, ils démarrent de rien. La plupart des clients, ils démarrent sans aucune expérience. Et j'en parle assez facilement parce que là, c'est ma première maison que j'ai rénovée. J'ai acheté cette maison avec mon épouse en 2010 et je démarrais vraiment de rien. Moi, je suis arrivé dans la construction en rénovant ma maison. Et on n'avait aucune expérience dans la construction, mais vraiment aucune. Et on a développé ce projet comme de la gestion de projet. On a, mon épouse et moi, pas mal d'expérience en gestion de projet à ce moment-là. Et donc, on s'est dit, on va gérer ce projet comme on fait de la gestion de projet événementielle ou professionnelle ou associative, coopérative, tout ça. Et donc, on a vraiment pris le temps de connaître. Enfin, il y a plusieurs étapes pour faire un bon projet, parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que se tromper dans des techniques, des méthodes, se tromper d'artisan, se tromper dans certains aménagements, ça a un coût extrêmement important si on doit le refaire. Mais même si on ne doit pas le refaire. C'est-à-dire que beaucoup de clients développent des projets un peu tête baissée ou sans être accompagnés ou sans savoir, sans connaître, et on ne peut pas leur en vouloir, c'est nouveau pour eux. Et au final, ils vont vivre pendant 20 ans dans un projet qui ne correspond pas forcément à leurs besoins parce qu'ils ne se sont pas posés assez de questions. Et donc, une éco-rénovation à partir d'un bâtiment qui a une histoire, d'un bâtiment ancien, qui a une certaine exposition, euh, qui, euh, qui a des contraintes, c'est très important de connaître la situation initiale. Et donc, premier point excessivement important, c'est l'observation. Euh, Souvent, il faut éviter de partir tête baissée trop rapidement sur directement avec son marteau-piqueur et sa truelle. Si on ne connaît pas son bâtiment, on ne va pas forcément faire les bons choix. Et donc, observer, c'est vérifier toute une série d'éléments par rapport à l'exposition, par rapport à la composition des parois, par rapport au niveau d'isolation qui est existant ou pas, par rapport aux remontées capillaires, par rapport à la nature des parois, si elles sont respirantes, si elles sont, si on y reviendra après sur ces notions-là. C'est vraiment important d'avoir un diagnostic le plus précis possible et un minimum technique pour connaître son bâtiment. Et sur base de ce diagnostic, ce qui est idéal, c'est de pouvoir un petit peu vivre dans son bâtiment avant travaux. Ça ne veut pas dire y habiter, mais c'est y venir pour le connaître, sentir les choses, voir, ah ben voilà, d'ici j'ai telle vue. Beaucoup de gens sur plan, ça ne les parle pas suffisamment, quoi. Et donc, il faut qu'ils ressentent, beaucoup de clients, beaucoup d'auto-rénovateurs, beaucoup de rénovateurs ont besoin de ressentir les choses et de comprendre, de s'approprier vraiment leur bâtiment
avant d'entamer vraiment leur projet. Et l'étape suivante, c'est d'imaginer, c'est de rêver, quoi. Si les clients ils rêvent pas au stade avant chantier, entre l'achat et le chantier, s'ils ne rêvent pas de ce qu'ils pourraient faire dans ce bâtiment, des différentes possibilités, s'ils ne rêvent pas à ce moment-là, ils rêvent jamais. Alors, tout ne sera pas possible, ça c'est clair, ne fût-ce que pour des raisons évidentes de budget, mais c'est important d'avoir une vue à moyen long terme, quoi. Et donc, avant cette étape vraiment de rêver, il faut passer par une étape où on hésite. Et donc, ça va être quoi? Ça va être faire plein de croquis, ça va être faire des plans, dessiner, essayer des choses. Il y a des petits logiciels 3D, pas trop compliqués, de voir un peu dans quelle mesure on peut mettre tous les éléments dans le bâti existant. Moi, je conseille vivement aux gens qui ont des projets de rénovation, même avant d'avoir un projet concret, c'est de profiter du temps qu'on a pour aller visiter d'autres maisons qui ont des caractéristiques semblables ou pas du tout, pour voir un petit peu comment les autres ont fait. L'expérience des autres est un cadeau dans ce genre de situation. Ça permet vraiment d'échanger, d'avoir des avis des autres et de profiter de l'expérience et des tergiversations des autres. Et des expériences aussi qui ont dit, voilà, à refaire, j'aurais fait plutôt ceci. Et donc, en termes de méthode, il faut vraiment prendre le temps en amont du chantier pour imaginer, pour dessiner et pour échanger avec toute une série de choses, toute une série de personnes, quoi. Et donc, ceux qui connaissent, moi, je me base beaucoup sur ce qu'on appelle le design en permaculture, qui commence par l'observation et qui permet d'avoir une planification de projet. Alors, on va rentrer dans un... Tu voulais parler, Alexandra, non? Oui, je voulais juste te dire que voilà, on est déjà il est déjà 13 heures. Je Donc parle voilà, trop. mais d'avancer un petit peu Ça sur le va. sujet, ou sinon on va être coupé au niveau J'ai des pas échanges. de... Mais Ouais, ça donc va, ok. voilà, je me suis permis d'intervenir là maintenant. Ça va? Ça va. Ben, la Allez. partie méthodologique est terminée. On va pas passer plus sur la partie technique. Oui, ok, Mais je c'est te laisse. vraiment pour moi important d'avoir une vision Oui, au-delà de la technique, d'avoir une vision méthodologique. C'est trop souvent, ce n'est pas suffisamment présent dans les projets de rénovation, avec ou sans architecte d'ailleurs. oui. Et donc, Effectivement, tu as bien fait d'introduire comme ça. Mais donc je te laisse, mais je voulais au moins te ouais, donner le merci. timing. Voilà. Pas de souci. Merci, oui. Donc, une fois qu'on connaît son bâtiment, ben, c'est bien de connaître certains éléments élémentaires de la physique du bâtiment. Donc un bâtiment existant, il a, comme je disais, une histoire, des caractéristiques propres, mais il faut connaître certains éléments de physique du bâtiment pour sélectionner les techniques et les méthodes qu'on va mettre en place. Et donc il y a voilà 5, 6 éléments importants, concepts de la physique du bâtiment euh, en un quart d'heure, vous allez voir ce que c'est. Alors, ça ne sera pas suffisant il y a moyen d'aller évidemment beaucoup plus loin. Mais en un quart d'heure, moi, j'explique ça souvent à des autoconstructeurs. Ils ont compris le message, ils ont compris, ils ont les clés, et puis ils peuvent avancer. Euh, donc, évidemment, il y a le côté performance thermique qui est bon, ça, acquis par tout le monde parce qu'il y a évidemment des obligations légales avec la PEB, par exemple. Mais pour faire simple, c'est comme si on mettait un pull, donc on va envelopper l'ensemble du bâtiment avec un isolant. Et dans cet isolant, il y a différentes caractéristiques. La caractéristique la plus évidente et la plus importante, c'est le lambda, donc c'est le coefficient d'isolation. Et donc, ça permet d'atteindre un niveau d'isolation suffisant au niveau évidemment légal, donc la PEB. Mais selon moi, ce sont des éléments qui ne sont pas. Enfin, le coefficient d'isolation est très important, mais il n'est pas suffisant. L'autre élément à prendre en compte dans une logique de rénovation énergétique, c'est l'étanchéité à l'air. Et donc là, par exemple, on est à l'étage d'une ancienne maison
c'est tout près de Philippeville. On a fait une isolation par l'intérieur parce qu'au niveau patrimonial, c'était pas possible enfin, c'était pas audible de le faire par l'extérieur. Mais il y a une bonne isolation, donc là c'est de la cellulose de papier. Mais en plus d'une bonne isolation, il faut assurer l'étanchéité à l'air. L'étanchéité à l'air, elle va servir à ce que l'air chaud intérieur ne s'évacue pas. Il ne s'évacue pas et ne soit pas stocké dans l'isolant et ne s'échappe pas de la maison. Et donc, on a une étanchéité qui est continue, qui est performante et qui permet à l'air chaud de rester à l'intérieur. Troisième élément important, c'est l'hygrométrie. Donc, c'est l'humidité ambiante. OK, donc moi, je conseille à tout le monde d'avoir à chaque étage de sa maison un hygrostat, un hygromètre qui permet de mesurer le taux d'humidité dans sa maison. On est généralement en maison, en ancienne maison, on va être entre 40 et 60% d'humidité, quelquefois un petit peu au-delà. Mais ça permet de garantir un air sain. Un air qui est trop humide, au-delà de 60-70%, il a du mal à chauffer. Un air qui est trop sec, ben, on respire beaucoup moins bien. Et donc, c'est un très, très bon indicateur de la qualité de l'air intérieur. C'est un très bon indicateur de savoir si on ventile suffisamment sa maison. Pour pouvoir arriver aussi à un bon niveau d'hygrométrie, c'est important d'imaginer des parois qui soient respirantes. Alors, qu'est-ce qu'une paroi respirante? C'est une paroi qui est isolée, premier aspect, qui a une bonne étanchéité à l'air, deuxième aspect, mais troisième aspect, qui est ouverte à la diffusion de vapeur d'eau. Et donc, c'est le coupe-vent, mais type Gore-Tex. Donc, la transpiration peut partir, mais l'eau ne rentre pas. Et donc, ça, c'est les trois éléments importants d'une bonne isolation, avec une bonne étanchéité à l'air, mais une humidité ambiante qui peut s'échapper par les parois. Petit exemple, dans une maison ancienne en pierre, on a la partie haute, un ancien mur non isolé avec un enduit intérieur qui est ouvert à la diffusion de vapeur d'eau et perméable, et un enduit à l'extérieur aussi. Ah ben, on voit que l'eau, la vapeur d'eau peut passer, migrer de l'intérieur vers l'extérieur. Le principe, c'est que la physique, c'est le principe fondamental de la physique, c'est l'équilibre parfait. Et donc, s'il y a trop d'humidité à l'intérieur, trop d'humidité ambiante, elle va vouloir sortir. Si elle est bloquée dans la paroi, elle va se stocker dans cette paroi, et donc c'est l'image en dessous. Si à l'extérieur, on a un enduit, un revêtement qui est fermé, donc, par exemple du ciment, l'humidité à l'intérieur, elle va vouloir sortir et elle va être bloquée. Et étant donné que dans cette paroi-là, il fait froid, ah ben, on atteint le point de rosée et l'eau, la vapeur d'eau se transforme en eau liquide. Et là, attention aux dégâts. Et donc, le grand principe fondamental, c'est que plus on va vers l'extérieur, plus on va utiliser des matériaux qui sont ouverts à la diffusion de vapeur d'eau. Et donc, il y a une donnée toute simple qui est sur la plupart des matériaux, qui est ce coefficient d'ouverture à la vapeur d'eau. C'est le coefficient mu, c'est la donnée mu. Et donc, c'est une donnée, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais qui est comment dire, c'est en mètres que ça se désigne. Et donc, à partir du moment où on a une grande ouverture à la diffusion de vapeur d'eau, ça laisse passer plus facilement, évidemment, la vapeur d'eau. Et donc, le principe, c'est de faire en sorte qu'on soit plus fermé à l'intérieur et plus ouvert, plus on sort du bâtiment pour que cette vapeur d'eau ne soit pas coincée, ne soit pas bloquée et ne se transforme pas en eau liquide dans la paroi. C'est la chose la plus fondamentale en rénovation. On peut vivre avec une maison moyennement isolée si on adapte ses comportements, son confort et tout ça, mais on peut difficilement vivre avec une maison avec beaucoup trop d'humidité et des murs qui pourrissent.
Un autre élément important, c'est ce qu'on appelle le déphasage. Le déphasage, c'est le confort thermique d'été, tout simplement. Et ça, c'est un élément dans la PEB où on n'en parle pas, ou à peu près pas. On n'a aucune obligation. Et donc, ici, je vous ai mis un comparatif. À gauche, c'est avec 30 cm de cellulose de papier. À droite, c'est avec 12 cm de polyuréthane. On voit les différences. Donc, il y a trois éléments. Il y a l'isolation thermique, il y a l'hygrométrie et il y a le confort d'été. OK, donc on voit que pour l'isolation thermique, il y a une différence, mais évidemment, on n'est pas du tout sur la même épaisseur et tout ça. Mais par exemple, par rapport au confort d'été, en l'unité du temps de confort d'été, du déphasage, c'est l'heure, c'est de la durée. Et donc, c'est le temps pour que la chaleur traverse une paroi en heure. Et donc, c'est important d'être au-delà de 10-12 heures quand on isole, par exemple, un toit. Si on a des chambres d'enfants sous toit et qu'on a mis 12 cm de PU, ça veut dire qu'après 6 heures de surchauffe, 6,8 heures de surchauffe, ben, la chaleur a traversé la paroi. Si on a mis 30 cm de cellulose, il faudra 14 heures. Et donc, c'est le double, on se prémunit largement des surchauffes d'été en utilisant des matériaux naturels, comme ici la cellulose, mais les caractéristiques liées à d'autres types d'isolants sont à peu près identiques. C'est un enjeu, je vais même dire sanitaire, majeur pour l'avenir, c'est d'avoir un confort thermique d'été performant. Et ça s'atteint essentiellement grâce aux matériaux écologiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus lourds, ils sont plus denses, et donc ils laissent beaucoup moins passer la chaleur de l'extérieur vers l'intérieur. Dernier élément important de la physique du bâtiment, c'est l'inertie, qui n'est pas l'inaction, c'est justement c'est ce qui permet de stocker la chaleur et la restituer ensuite. Ici, ce sont par exemple des blocs de terre crue qui ont été maçonnés et qui sont orientés pour que ça puisse capter la chaleur du soleil, les apports solaires, et puis après les restituer la nuit ou quand il fait plus frais. Ça va avoir les mêmes qualités avec justement l'humidité ambiante. Ce genre de matériaux vont permettre d'accumuler l'humidité ambiante excédentaire et la restituer une fois que l'humidité ambiante a diminué, une fois qu'on a ventilé, qu'on a aéré, par exemple. Et donc, voilà, ce genre de matériaux sont très, très bénéfiques pour la qualité de l'air à l'intérieur et pour le confort thermique avec moins de variations de température en cours d'une journée ou en cours de 24 heures. Un autre élément important dans le cadre d'une... Bon, ici, c'est une nouvelle construction, mais c'est le côté bioclimatique. Donc, en fait, c'est s'inspirer de la nature. À partir du moment où on a choisi une maison ou un terrain, on a, comme on a dit, observé, on connaît les orientations et tout ça, et on va tirer profit un maximum de ce que nous propose la nature sur ce terrain-là. Et donc, moi, je dis souvent, j'ai deux systèmes de chauffage à la maison. J'ai un poêle à bois, un poêle de masse, mais j'ai aussi le soleil, parce qu'on a fait des ouvertures pour avoir des apports solaires. Par exemple, ce genre de journée ici, il fait froid dehors, mais avec le soleil, ça chauffe tout seul. Enfin, je n'ai même pas encore rallumé le poêle. Et donc, du coup, ça peut durer encore longtemps. Et comme j'ai beaucoup d'inertie à l'intérieur, ben, ça permet d'accumuler cette chaleur. Et au matin, j'ai toujours 21, 22 degrés, alors qu'il n'y a aucune source de chaleur autre que le soleil. Voilà, petit exemple, mais on peut travailler sur toute une série d'autres éléments, sur les vues, sur le vent, enfin sur tous les éléments de la météo qui sont spécifiques à à l'endroit où vous vivez, où vous allez vivre. Donc, en termes de type de matériaux maintenant, donc, moi je dis souvent, je suis arrivé à l'éco-construction par pure idéologie. J'ai commencé ma première rénovation par idéologie. Je ne voulais pas entendre parler d'autre chose que des éco-matériaux. Mais j'y suis resté et j'en ai fait mon métier parce que ce sont des matériaux extrêmement pertinents et encore plus pertinents en rénovation pour les éléments de physique du bâtiment qu'on vous a exposés juste avant. Et donc, ben, quel type d'isolants, par exemple, végétaux ou naturels existent? Il y a évidemment toutes les laines végétales ou même animales. Donc, par exemple, la laine de mouton, mais la laine végétale, c'est la laine de bois,
Il y a des panneaux d'herbe. Il y a de la paille. En rénovation, c'est un peu plus compliqué, mais c'est possible. La cellulose de papier, donc c'est du journal recyclé, broyé et puis insufflé, envoyé dans des caissons à grande densité. Il y a du chaux-chanvre, donc c'est des blocs de chaux-chanvre, ça c'est la photo. Et ce qui est important quand même de souligner, c'est que ce sont des matériaux qui sont pour la plupart produits en Wallonie. Et ça, c'est quand même un argument que je trouve assez sympa, c'est que la cellulose de papier est produite en Wallonie, le chaux-chanvre, il y a des blocs qui sont produits en Wallonie, des laines, fibres d'herbe, c'est produit en Wallonie. Donc il y a toute une série d'éléments qui sont produits en Wallonie. On est assez pionnier en la matière et on ne le sait pas assez. Et donc c'est un argument pour certains en plus pour les mettre en œuvre. Et donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. On va utiliser des matériaux, tel type de matériaux en fonction de la situation. Ici, la photo, on est dans une maison en pierre le long du canal à Senef, à Feuilly. C'était important d'avoir un isolant qui ait une bonne résistance à l'humidité, aux remontées capillaires. Le chaux-chanvre présente cette qualité-là, par exemple. Alors, en termes de finition, il y a aussi toute une série de possibilités en matériaux écologiques. L'argile, les enduits à l'argile, là aussi produit en Wallonie, il y a un producteur en Wallonie. Évidemment, le bois, le matériau à base de bois, de récup par exemple, ou pas. La Wallonie est aussi un gros producteur de bois pour ce genre de choses. La chaux, ça, vous avez eu le cours, enfin le webinaire il y a 3 semaines. Donc voilà, et en fonction de ce que vous voulez au niveau technique, mais aussi d'esthétique, il y a moyen de personnaliser l'approche pour avoir des rendus extrêmement différents, extrêmement variés. Ça peut être du très rustique jusqu'au très moderne. Donc il faut déconstruire l'image de l'éco-construction réservée à des intérieurs euh, peu fonctionnel, peu joli et très sombre. Non, on peut être vraiment on peut aller dans tous les secteurs, dans tous les sens. Voilà, je pense que c'est le dernier ou l'avant-dernier slide. Donc, moi, ce que je veux vraiment insister, c'est que ça offre énormément de possibilités. Ça s'adresse à peu près tous les budgets, tous les projets. Évidemment, tous les projets sont différents. Et donc, nécessairement, celui que vos contacts vont développer seront aussi, ces projets-là seront aussi différents. Voilà, voilà.